Allez, bonjour à tous. Bon, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Benami, alias Orsou Corsou. Donc, Maxime, je te propose de te présenter pour ceux qui ne sauraient pas qui tu es. Salut à tous. C'est Maxime Bellamy, comme vous l'avez entendu, connu plutôt sous le nom de Orsu Corsu. Du coup, j'ai 23 ans, je suis combattant professionnel en MMA et en bare knuckle, et j'ai commencé à faire parler de moi et à me développer dans le domaine du street fight, notamment Kings of the Streets. Donc voilà, écoutez, c'est que le début du chemin, j'en suis encore qu'à mes débuts et ça me tend qu'à se développer et à évoluer. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, tu es au KOTS. Ben, d'ailleurs, j'ai reçu Hamza que tu as affronté. C'est vrai. Bon, votre combat est pas encore sorti sur la chaîne du KOTS. Il m'expliquait qu'il faut Non, d'abord que le il est vrai. pay-per-view sorte. C'est ça, il faut que le pay-per-view Euh, sorte pour qu'il puisse alors en être. fait, ouais, exactement. Le fait étant que ils ont beaucoup de contretemps en ce moment au niveau professionnel. C'est vrai que c'est un combat que beaucoup attendaient, notamment dans la sphère française, on va dire, des spectateurs. Et c'est vrai que lui comme moi, on a énormément de demandes sur quand est-ce que le combat va sortir, etc. Et on n'a pas forcément de réponse à apporter parce que lui comme moi n'avons pas du tout la main là-dessus. On attend impatiemment également, mais on sait se montrer patient. Exact. Et comme tu l'as dit, tu combats en Bark Knuckle. Tu es passé au BKB. Tu es allé combattre au Tout à BKB. fait. Et je voulais savoir comment tu es arrivé à tout ça, arrivé aux combats illégaux, au Bark Knuckle, parce que c'est pas quelque chose de qu'on voit beaucoup. Généralement, on voit plus la boxe anglaise, tu vois, le pied-point, des trucs comme ça, le C'est MMA vrai. classiquement. Alors en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que ça a toujours été un peu compliqué parce que je suis sorti, on va dire, des sentiers battus, c'est-à-dire le chemin académique où tu as un coach, un manager ou voilà une structure d'entraînement très tôt. Donc en fait, je me suis toujours plus ou moins entraîné en autodidacte avec d'autres athlètes ou d'autres partenaires, etc. Et en fait, sans avoir forcément de licence, etc. Ça a toujours été un petit peu compliqué de trouver des combats parce que forcément, tu vas pas au championnat, je sais pas, régionaux, etc. Et en fait, il y a pas de suite logique si tu veux dans ton parcours. Moi, à partir du moment où j'ai ma première opportunité au Kings of the Streets, c'était une grande chance parce qu'en fait, ça me permettait de pouvoir combattre, on va dire, tu sais, c'est un peu le style de combat que tu peux poursuivre tout au long de ta vie dans le sens où tu n'as pas de coaching à faire. La préparation ne dépend que de Oui. toi, mais on ne te demande pas, en fait, te demande pas de niveau en sol, en striking. En fait, tout ce qu'il faut, c'est tenir la distance, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, au début, qu'on vulgarise beaucoup, on se dit, bon, on va y aller un petit peu à la bite et au couteau, quoi, si je puis dire. Et en fait, bon, tu te rends compte en entrant quand même dans le Fight Club qu'il y a quand même des niveaux académiquement, il y a quand même Ah, des pointures. Il y en a qui se débrouillent très bien et qui s'entraînent je t'entends et plus, qui s'entraînent. Maxime. Ah zut, est-ce que tu m'entends mieux là? Est-ce que tu m'entends? Ça vient de moi, est-ce que ça vient de Maxime? C'est une bonne question. Non, ça Ouais, vient non, pas de toujours pas de chez son. moi. Tu m'entends pas? Ouais, je sais pas si tu m'entends mieux. Allô Thibaut? Je sais pas du tout si tu m'entends.
Maxime, tu es toujours là parce que Je suis toujours là. Je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends et je te vois. c'est un bug là, je comprends pas ce qui se passe. Pourtant, oui, le réseau est bon. Pas trop ce C'est qui bon se pour toi? passe. Ça va venir de Merto. Moi, je te vois plus en tout cas. Ah, zut, alors attends. Voilà. Je vais essayer de quitter. Ouais, je sais pas si tu m'entends mieux. Ah, si, Ouais, c'est bon. ça T'as revient, l'image c'est et bon. le son? Ouais. Ok, parfait. Je sais pas d'où ça vient, si ça vient de toi, parce que moi, Bon, je sais pas, écoute, j'ai un réseau stable. Après, je connais pas du tout la plateforme StreamYard, donc je sais pas trop. Bon, moi, normalement, il n'y a pas de souci. J'ai la fibre, etc. Normalement, ça doit passer. ça rend déconne. Je... Ah, je t'entends Putain, pas, c'est quoi pas ça? très bien là. Tu dis avec des petits aléas, Ça... tout ça, mais à ce point. Ah, là, tu vois, sur la phrase d'avant, je t'entendais un peu moins, tu sais, ça assurait un peu Je... la liaison. Je te vois et je t'entends là. Ah, allô? Ouais, je te vois et je t'entends. Moi, j'ai du son et de l'image. Ah, ouais, sauf que moi, là, je te perçois mal parce que là, je vois pas ton image et je t'entends. Ça coupe Ah et tout quand merde. tu parles. Est-ce que tu veux qu'on quitte tous les deux et me renvoyer un lien ou quelque chose comme ça, hein? Parce que moi, personnellement, enfin, ça fonctionne très bien. Je te vois, je t'entends et mon image, enfin, je la vois sur mon écran. Donc, Ah, ça y est, là, t'es revenu. Je te revois. ah, parfait. Ouais, C'est bon pour toi? T'as du son et de ah, ça l'image? rebug. Ah merde. Ah, là, je te vois, ouais. Ok, Mais tu après, m'entends le problème, aussi ouais, c'est que des ou fois, c'est un l'image peu... coupe et avec le. Bah là, je t'entends. Ouais. Ok, bah parce que ouais, moi je te dis, je sais pas, je te vois en net, je t'entends et enfin sur mon écran, moi mon image est carrée et après je m'entends pas du coup, mais
Ah, ben ben, si toi tu me vois, ça veut dire que ça va peut-être venir de moi, je sais pas. Je comprends pas, pourtant j'ai du réseau, il y a tout qui est nickel. Ouais, alors des fois, je sais que je suis très loin Ça de fait rien. l'informatique, donc je saurais pas Enfin, moi t'aiguiller. aussi, je suis pas le plus doué mais pour ça. Mais... Ouais, bon, on va en reprendre. T'en étais. Ouais, du coup, je te disais que du coup, j'avais, ah, je te vois plus. Allô? Merde. Ouais, j'ai perdu l'image et le son tout à l'heure là. J'ai à peine recommencé de parler et ton image c'est. Ouais, ça a recommencé. Là, j'ai été éjecté. Là, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, puis en plus quand tu Donc, reviens, je je sais te pas ce qui revois se revenir passe. sur deux écrans en fait, comme si tu sais, tu revenais avec deux profils. C'est un peu spécial. C'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui se passe. Du coup, je suis obligé d'en supprimer un. Ouais. Ouais, tu me dis, hein, ça te paraît bon, hein? Ouais, parce que moi, ouais, mais là, ah, là, ça devrait être bon. Là. J'espère, Ouais, enfin. ouais, je te vois et je t'entends moi, donc Ouais, ben, là, c'est bon. Là, je vois bien ton image nette et tout. Là, ça fait pas comme tout à l'heure. parfait. Bon, bah, on peut Du reprendre. Là. coup, ouais, on en était au fait où je disais justement que j'avais été surpris en arrivant là-bas, en voyant que finalement, en fait, c'était pas exactement comme ce que je pensais. Là où il n'y avait pas que des brutes, des bagarres, etc., qu'il y avait des mecs quand même qui maîtrisaient dans leur discipline, donc certains dans le Muay Thai, dans la lutte, etc., qui maîtrisaient de façon académique, qui par exemple avaient déjà à leur niveau, c'est fait dans leur nation, c'est fait les championnats régionaux ou nationaux, etc. Donc en fait, j'ai été surpris de voir que c'est quelque chose qui était à ma portée, mais qui pouvait aussi s'adresser à enfin, des pratiquants plus académiques. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, écoute, si tu as ce côté, si tu as ce côté, tu sais, voilà, le profil un peu hooligan, c'est-à-dire qui a pas peur de rentrer dans le tas, tu vois, sans catégorie de poids, etc. C'est-à-dire vraiment aller à la guerre. Pourquoi ne pas essayer de reprendre un peu ce côté, parce que malgré tout, je commençais dans des clubs, bien évidemment, pour avoir les bonnes bases que j'ai entretenu moi-même, mais du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas essayer de standardiser ça un peu plus et du coup, peut-être avoir accès à, ben voilà, beaucoup plus d'offres, tu sais, des galas, des combats, etc. Ça n'a pas forcément été trop facile, parce qu'avec, à l'époque, j'étais militaire, donc avec le rythme professionnel et la localisation géographique aussi, c'était pas une mince affaire, mais j'ai réussi à mieux structurer ça et du coup en fait c'est moi qui ai été à l'initiative du contact pour le bare knuckle. Évidemment voilà j'avais un profil pour un peu de no name hein,
Du coup, ils m'ont envoyé paître quasiment tous et parce que j'ai envoyé en fait de ma candidature dans les différents fight clubs. Donc, pour les citer, le BFBA par exemple. Il y avait, je sais plus, il y en avait un, ça s'appelait, c'était pas le Valhalla Fighting, c'était un autre truc dans les pays scandinaves, et le BKB. Finalement, pas de réponse pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, je me surprends à recevoir une réponse du BKB qui me dit, écoute, on peut avoir un combat éventuellement pour toi, etc. Donc là, tu sais, tu as cette petite montée d'adrénaline là, un peu Mhm. comme quand le coach, pareil, t'envoie un message en te disant, j'ai un adversaire pour toi, est-ce que tu es OK? Et donc, du coup, en fait, ils sont venus de manière très diplomatique. En fait, ce que je savais pas, c'est que derrière, l'approche réelle n'était pas aussi professionnelle et aussi honnête. Et en fait, en me proposant un combat directement pour une ceinture, etc. Alors, bon, tu sais, je connaissais vaguement le milieu. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu gros quand même, ça, un combat pour une ceinture, etc. Tu vois, ils me connaissent pas, j'ai aucun palmarès, etc. Ils me disent, non, mais voilà, le mec, il a que un combat aussi dans notre organisation. Son adversaire c'est désisté, etc. On a besoin d'un remplaçant en short notice. À savoir que du coup, il me restait 3 semaines pour préparer le combat. Donc, dans une Ah discipline que ouais. je connais pas forcément, c'est-à-dire que bien sûr que c'est de l'anglaise, et du coup, voilà, j'ai déjà travaillé en anglaise, et bien sûr, c'est à main nue, et j'ai déjà boxé à main nue, mais on va dire le mélange de tout, ça reste quand même du coup quelque chose de nouveau, comme tout. C'est comme si tu passais de la lutte gréco-romaine au jiu-jitsu brésilien. Bien sûr, tu sais lutter, mais chacune des disciplines, on va dire, a ses spécialités, ses particularités, et l'approche en est toujours différente. Donc, du coup, je me dis, bon, écoute, voilà, hein, on y va, on va à la guerre et voilà, pâté, déjà pas forcément par cette ceinture, plus par l'expérience en fait que ça pouvait me procurer. Le chèque, franchement, était pas raisonnable du tout parce que pour être honnête, moi j'ai demandé quand même une somme assez conséquente parce que je me dis, je vais combattre un champion actuel pour qu'il maintienne sa ceinture et moi malgré tout, je reste quand même un prétendant. Donc je pense que c'est voilà quelque chose qui mérite un petit Et salaire plus tes évidemment. risques, et plus tes risques liés à Exactement, la discipline aussi. exactement. Donc moi, évidemment, ils n'ont pas validé mes demandes. Du coup, ils m'ont dit c'est ceci ou rien, et soit tu prends, soit on cherche quelqu'un d'autre. Moi, j'étais franchement pas appâté par le pognon, donc je me suis dit bon bah écoute, vas-y, hein, c'est ton moment, tu vois, saisis cette chance. De toute façon, ça passe pas, c'est pas ta discipline, donc voilà, il y aura pas eu de honte. Si ça passe, ça peut être quand même une clé de voûte peut-être pour avoir un accès à tout un tas d'autres choses, en fait, un nouveau monde. Tu peux t'ouvrir des nouvelles portes. Donc au final, je me suis même pas préparé parce que c'est pareil, l'activité professionnelle m'a pas permis de me préparer. Ça a été vraiment short. Bah après voilà, au niveau conditions physiques, j'avais forcément un très bon entretien, mais au niveau technique, au niveau anglaise, franchement, c'était pas ça du tout. Et je pense que ça s'est vu pendant le combat parce que j'étais prêt, parce que j'étais là, mais techniquement, j'ai essayé de faire un peu plus primer la force qui jouait en ma faveur plutôt que la technique qui jouait plus en sa faveur à lui. Et voilà, en fait, du coup, après, c'est tout un nouveau monde entre guillemets qui s'est ouvert à moi. Alors j'en ai vu beaucoup de choses pour une première fois, notamment, voilà, je déteste vilipender un petit peu, tu sais, de cette façon des organisations, des athlètes, etc. Mais il faut le dire, moi, c'est une organisation qui a été très malhonnête sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, voilà, comme je te dis, qui m'a refusé des chèques qui étaient largement mérités pour ce genre de combat. C'est pas grave, j'ai fait abstraction. Si je me souviens bien, ils m'ont pas payé, ils m'ont payé que le vol. Ils m'ont payé que le vol, mais normalement, tu as le droit à un coach. Ils m'ont pas payé de vol pour quelqu'un d'autre. Ils m'ont payé le vol que pour moi. Donc là, c'est compliqué pour avoir des accompagnants. Forcément, Et pareil pour l'hôtel, faut ils ont payé pour commencer. l'hôtel? Pour l'hôtel, ils m'ont payé la chambre, par exemple, mais Ouais. j'avais pas de petit déjeuner, j'avais aucun repas ni rien, donc j'avais rien compris. Donc moi, en fait, je suis arrivé, si tu veux, j'ai dormi la première nuit. Et le jour du combat, je me suis levé, tu sais, en me disant, bon, je vais essayer quand même de faire quelque chose, tu sais, un bon petit déj, histoire d'arriver en forme, etc. Puis on me dit, non, vous avez pas de petit déjeuner, tout ça. Donc ça m'a surpris un peu. Je me suis dit, merde. Généralement, tu sais, quand on t'accueille, c'est presque comme dans une chambre d'hôte, si tu veux. Ouais, Généralement, on essaie quand même, tu vois, donc c'est d'avoir pas une très certaine. pro comme orga, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis en Faut fait, dire ce qui est, quoi. tout un tas d'autres choses. Moi, au début, ils ont essayé de me montrer le contraire parce qu'en fait, en partant en précipitation pour le combat, en arrivant à l'aéroport, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes chaussures d'anglaise. Donc pour combattre, Ah tu ouais. sais, t'as pas de sneakers, tu fais pas ça pieds nus ni rien. Donc ils ont essayé de me prouver le contraire et me montrer qu'ils étaient pros. Ils m'ont dit, écoute, pas de souci, on va essayer d'aller t'acheter des chaussures, etc. Je dis bon.
voilà, déjà les mecs peut-être qu'au final, bref, tu sais, les hôtels et tout, c'est quelque chose, c'était un malentendu, tu vois, qu'il y avait un quiproquo et que en fait ils vont me montrer le contraire. Au final, les mecs, ça les faisait beaucoup plus chier qu'autre chose. Donc moi, je me suis démerdé avec Quentin Domingos que j'ai rencontré sur place, qui m'a prêté ses Ah oui, chaussures Eurosport. alors, en pointure plus élevée que la mienne, tu vois. Franchement, un Ah mec oui, super oui. bon délire. C'est devenu un très bon ami par la suite parce que le mec, il me dit ouais, pas de souci. Il me dit de toute façon, je combats avant toi. Et dès que je gagne ou que je perde, après, j'enlève mes chaussures et je te les passe, tu vois. Enfin, vraiment l'organisation très spéciale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, voilà, c'est pas forcément à valeur de les critiquer, plus à valeur de prévenir les personnes, parce que j'ai beaucoup de personnes par la suite qui m'ont demandé comment combattre dans cette organisation-là. Par exemple, Ouais. quand tu n'es pas un local, c'est-à-dire quand tu n'es pas anglais ou au moins que tu fais pas partie chez de Grande-Bretagne, c'est-à-dire écossais, Mhm. irlandais et tout, tu n'as pas de loge, par exemple. Donc nous, on s'entraînait en fait. Il y avait une salle en fait où il y avait toutes les loges avec un salon, etc. Et du coup, tous les combattants anglais avaient leur loge et nous, on était dans le couloir en fait, devant les loges. Donc en fait, on était sur 2 mètres carrés, si tu veux. Moi, mon Ah staff, bah, Quentin avec son les staff. les Anglais savent recevoir C'est les aberrant. Français, hein, c'est. C'est ça. En fait, on a senti un peu cette rivalité historique. Enfin, si tu veux, pour aller s'échauffer, on a dû aller s'entraîner dehors sur un parking alors qu'il avait plu toute la journée. Donc en plus le parking était trempé, donc toi tu arrives avec tes Bah chaussures ouais. d'anglaise, tu les défonces sur un parking, enfin voilà, des conditions un peu spartiates. Moi après ça m'a pas dérangé parce que bon, j'avais envie de dire quand tu vas au code, t'es habitué à ça, mais en fait c'est pas le code justement et pour une organisation qui se prétend vraiment professionnelle, il se prenait pour la meilleure organisation de bare knuckle, parce que c'est vrai que le BKFC rien qu'à cette époque-là déjà, enfin tu vois, je parle de septembre dernier, hein, mais c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup moins de médiatisation. Bah en fait c'était pas du tout au niveau de mes attentes. Pareil après bon ça je pense que ça a été la cerise sur le gâteau. Il y a une magouille sur l'échec parce que pour être très franc avec toi, je suis assez transparent avec toi. On avait convenu à 2 300 euros, donc ce qui est je pense pas énormément pour ce combat, mais voilà comme je t'ai dit j'étais pas un chasseur de primes donc ça a été accepté. On a signé un contrat et moi du coup avec Quentin on est resté ensemble du début à la fin de l'événement. Du coup, la secrétaire du directeur nous ramène des enveloppes, du coup, avec les chèques. Donc moi, j'avais encore en plus, c'est la ceinture et tout. Enfin, franchement, tu vois, j'étais un peu euphorique. Et puis du coup, bah forcément, toute ton enveloppe, tu sais, tu t'attends à voir quand même une petite liasse de billets, etc. Enfin, voilà, le fruit de ton labeur, on va dire. Et du coup, je compte vite fait parce que je me dis, putain, ça fait un peu mince. Et là, je vois 1 300 euros. Là, je me dis, merde, c'est c'est pas beaucoup comparé à ce qu'on doit. Et Ouais, du coup, parce elle que me si dit, c'était pas convenu au départ. bah exactement, tu vois, donc sa secrétaire me dit, bah moi c'est, enfin tu vois, il y a votre nom et tout, moi on m'a donné les enveloppes telles quelles et c'est ce que je dois vous remettre. Alors j'ai dit bon, bah écoutez, c'est pas grave, moi je parlerai à Jim qui est le patron de l'organisation à la fin de la soirée et puis voilà, je pense qu'il doit manquer quelque chose, il me le donnera à ce moment-là. Ah non non, il est parti, je suis désolé. Alors là, tu sais, tu commences à Ouais. sentir, tu sais, t'as la petite goutte de sueur qui perle en te disant merde, c'est quoi cet embrouille? Et en fait, du coup, je me suis retrouvé à ne pas être payé ce qu'il fallait. Moi ensuite je prends le trajet de retour en France et si tu veux après forcément je les ai un peu harcelés en leur disant bah les gars enfin tu vois que par exemple on me donne pas énormément de liquide, je peux comprendre parce que tu sais notamment avec les transports à l'aéroport, etc. Je sais que t'as des limitations, etc. Moi je l'entends très bien. Par contre après bah voilà on s'arrange pour faire un virement, un Western Union, n'importe quoi. Et en fait, il a fallu les harceler sur WhatsApp en leur disant même, écoutez les gars, franchement, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est vraiment, enfin tu vois, ça aurait été quand même hasardeux, mais si c'est vraiment une méprise, mais il va falloir me payer, etc. Et donc au final, au bout de quelques jours, j'ai une réponse. Les mecs me renvoient, ils me disent pas de souci, on te fait un virement, etc. Le virement met quasiment une semaine à arriver. Et du coup, je reçois quelque chose de l'ordre de 300 ou 400 euros, donc on monte à peu près aux 1600, 1700 euros, mais c'est toujours pas ça. Ben, il en manque. Ouais, ouais, ouais. En Exactement. plus, Et moi, entre-temps, en et en fait, plus, c'est du livre sterling. Il te paye au livre sterling là-bas. euh, non, du coup, j'avais été payé directement. Et moi, il m'avait pris du cash en euros Ah, d'accord. et il m'avait fait le virement, tu sais, en devise monétaire française. Et Ouais, du ouais. coup, voilà, en fait, entre-temps, moi, je venais de signer avec un manager qui est mon manager actuel, Patrick Toth, et qui est une personne formidable à qui je dois beaucoup du coup dans ce début de carrière. Et du coup, lui, en fait, on en parle un petit peu, je lui explique un peu le problème.
Et il me dit directement, il me dit, attends, s'il y a un contrat qui a été signé, en fait, c'est de l'ordre de l'illégalité, en fait. Tu peux le poursuivre en justice. Sauf que forcément, on va dire, jeune combattant un peu trop fougueux, moi, j'avais oublié enfin, ils m'avaient pas donné, en fait, de copie du contrat. Donc, forcément, ils étaient les seuls en possession d'une copie du contrat. Donc, si tu veux, après, ce qu'il y a, c'est qu'ils pouvaient lui faire dire ce qu'il voulait ou le faire disparaître. Et en fait, ils ont commencé à s'en prendre à mon manager en lui disant oui, mais on n'a pas signé avec. Enfin, Maxime n'avait pas, tu n'étais pas son manager quand on a signé avec lui, etc. Nous, on traite directement avec les combattants. Donc moi, mon manager leur dit écoute, c'est bizarre, tu vois, n'importe quelle organisation justement traite de ça avec un manager parce qu'il sait que le combattant n'est pas qualifié ou en tout cas n'est pas disponible pour parler de ce genre de choses. Et donc en fait, ils ont essayé de couper court, de presque de menacer, tu sais, en menaçant justement de ne plus jamais me reprendre, etc. Et en fait, c'est mal fini parce que moi, je leur ai dit que du coup, ayant la ceinture en ma possession, ils la reverraient pas, hein, tout simplement, parce que tant que j'étais pas payé à ce que je devais, que j'allais pas la défendre, etc. Que si après, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, dans chaque organisation, par exemple, tu vois, quand tu as une ceinture, ils la font faire, tu vois, dès qu'il y a un champion, la ceinture est faite pour le champion, c'est-à-dire que chaque personne qui a gagné la ceinture a son exemplaire chez lui. Et moi, ils commençaient à me demander, tu sais, à me dire qu'ils pouvaient me poursuivre en justice si je leur ramenais pas la ceinture, etc. Enfin, quelque chose d'assez mirobolant. Donc, en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai préféré couper court, si tu veux, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est ces collaborations, contacts, etc. Donc, j'ai vu un petit peu l'envers du décor de cette organisation-là. Mais voilà, par contre, là, j'en parle comme ça en négatif, vraiment pour ce cas-là. Mais par contre, ça m'a aussi apporté beaucoup de bonnes choses où bah, j'ai vu que c'était un sport qui avait, enfin, franchement, un engouement qu'on ne peut pas imaginer. Comme je te disais, je pense au Barnacle FC, par exemple. Il y a quelques mois de ça, enfin quelques mois, plutôt un an ou deux, on en entendait même pas tellement parler. Si tu veux, il y avait pas de grandes figures. On prenait un peu les mecs pour des beaufs, tu sais, le fermier américain qui venait quand il avait fini Mais sa semaine au ranch, tu sais. les grandes figures, c'est grâce aux combattants de MMA qui viennent en Bark Knuckle, justement. C'est eux qui mettent les C'est noms. vrai justement. Et c'est pour ça que en fait c'est une voie très intéressante pour moi comme pour beaucoup de combattants parce qu'en fait si je peux me permettre, moi, je classerais deux catégories de combattants, justement, les combattants qui sont un peu des vétérans dans leur discipline. Donc, ça peut être le karaté, puis, comme tu dis, souvent plus le MMA, le kickboxing, l'anglaise, etc. Qui viennent, par exemple, prendre leur dernier chèque ou voilà, tu vois, gratter leurs dernières interviews. Enfin, ce qui est normal, hein, forcément, ils ont tous passé leur prime et forcément, au bout d'un moment, il faut faire vivre la famille, payer les crédits, etc. Et tu as justement les combattants dans lesquels moi, je me place plus, qui soit par déficit de niveau. Alors je vais pas me mettre dans ce cas-là, mais il y en a qui n'ont pas le niveau, par exemple, pour se développer en MMA. Moi, je prétends pas forcément l'avoir, je prétends pas forcément ne pas l'avoir. Je sais juste que j'ai pas encore assez fait mes armes. Mais voilà, tu vois, il y a des gens des combattants. Je pense par exemple à Jake Bostwick, qui est au Barnacle FC, qui a fait voilà quelques petits combats en MMA, notamment contre Patrick Vallée. Mais c'est pas allé bien loin, tu vois. Sa carrière s'est très vite arrêtée, l'échec aussi, et la médiatisation encore pire. Et maintenant, tu le vois, il se bat pour des ceintures au BKFC. Donc en fait, ça donne vraiment, je trouve, une seconde chance à des combattants qui sortent un peu des sentiers battus comme ça et qui n'ont pas forcément moins le droit à une médiatisation, à un bon chèque, etc. Donc moi, je vois ça d'un œil très positif et voilà, j'encourage beaucoup de combattants s'ils le veulent et s'ils sont prêts à poursuivre dans cette discipline. Mais tu vois, le BKFC, tu fais bien d'en parler parce que moi, j'ai vu comment il fonctionnait. Et les prélims, là, les premiers combats qu'ils font, les mecs, ils ont pas le niveau, clairement. Les mecs, ils savent pas boxer. Ils n'ont qu'un niveau en C'est ça. anglaise. Tu le vois. Et plus tu montes sur la carte, et plus le niveau, il s'élève. C'est ça. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup parce que, comme tu dis, tu parles des prélims et tu fais bien de le faire. Ça me fait un peu penser au coach, par exemple, tu vois, justement, qui a augmenté son niveau et qui, finalement, a demandé plus ou moins à l'UF de devenir sa succursale et un peu des prélims, justement, pour écrémer, tu sais, tout le lot des combattants qui pensent avoir le niveau, mais qui ne l'ont pas en réalité. Et en fait, ça leur fait gagner beaucoup de temps parce que ça leur évite de faire des shows coûteux et très médiatisés avec, voilà, des combattants qui tiendront pas la route. Et comme tu dis, en fait, ce qui est bien en plus, c'est que plus tu montes, plus tu as des pointures. Donc, tu as des Mike Perry, tu as des Michael Venom Page, Eddie Alvarez, etc. Et moi, ce que j'aime Avec Chad beaucoup, justement, Mendes. c'est que voilà, tu vois, t'as des combattants comme, je pense à Josh Dyer, je sais pas si tu vois de qui je parle, qui se Si, retrouve à oui. combattre justement Et contre ces superstars. il y a aussi un anglais, là. Il y a aussi un anglais, c'est un gypsy, lui. Euh, C'est Connor Turney, il s'appelle.
Ouais. Il est Ben, bon, lui aussi. Ouais. c'est parmi les meilleurs prospects actuels dans la fédération. Et ce que j'aime bien, c'est que ces mecs-là, comme je te dis, ils n'ont pas forcément un passé, même des fois, ils n'ont pas de passé du tout, quoi. Mais les mecs ont fait leur chemin et en 5 ou 6 combats de bare knuckle dans l'organisation, les mecs qui sont, voilà, et on les met face à des Mike Perry, c'est une énorme opportunité, tu vois, et en tant que combattant, qui sort un peu de l'ombre comme ça, c'est génial. Enfin, tes chèques, tu les vois multipliés par 10. Tu te retrouves pareil sur les plus grands réseaux sociaux, les plus grandes chaînes de médiatisation sportive. Tu te retrouves voilà sur des fight cards avec Eddie Alvarez, Chad Mendes à côté de toi. C'est quand même quelque chose de conséquent. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Après, comme toute discipline, malheureusement, qui est propulsée très vite sur le devant de la scène, comme le MMA, pour moi, il y a beaucoup de points négatifs. Après, voilà, en fait, des fois, c'est des points négatifs qui servent aussi de points positifs. Des fois, c'est les deux à la fois. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as l'injection de beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, etc., il y a forcément, pour moi, une part de l'organisation ou même du sport en général qui se salit un petit peu. Après, malheureusement, sans argent et sans médiatisation, tu développes pas au niveau souhaité non plus. Donc voilà, c'est toujours des Ouais. consensus à faire, mais dans sa globalité, je trouve que c'est un sport qui est très, enfin voilà, il mérite qu'on fasse sa promotion, qui est très intéressant tant au niveau spectacle et au niveau public qu'au niveau du combattant, qu'au niveau des organisateurs, etc. Donc voilà, moi j'ai un avis très positif sur cette discipline. Ok, ouais. Et tu vois, on a parlé là du BKFC, mais il y en a un autre dans la discipline du MMA, une orga là, qui est en train de monter, c'est le Votor. Ouais, Toi, c'est ça vrai. t'intéresserait pas le Votor? Parce que je sais J'ai qu'Hamza déjà été, a combattu au Votor, il m'a dit. j'ai déjà été contacté par cette organisation et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors moi, c'est vraiment l'aspect tribal en fait. Par exemple, ils ont beaucoup fait leurs premiers événements. Tu sais, tu voyais les mecs avec des shorts tatoués, tu sais, taillés en dents de scie. T'avais des jeunes femmes qui étaient habillées, tu sais, un peu comme des femmes préhistoriques, etc. Tu sais, qui tapaient sur des tambours. Enfin, franchement, j'adorais l'ambiance. Quelque chose de très tribal, très primal, et ça se rapproche beaucoup de ce que j'aime dans une organisation. Tu sais, un petit peu, tu as l'impression de te retrouver un peu dans Kickboxer, tu sais, avec Jean-Claude Van Damme, Ouais, à te l'arène mettre comme du elle est verre faite, ouais. pilé. Mm. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait. Après, le problème, c'est que, en fait, comme toute organisation, et notamment polonaise, ça a beaucoup de bienfaits et ça a aussi beaucoup de méfaits dans le sens où t'es bien logé, c'est-à-dire que les mecs se foutent pas de ta gueule, ils te prennent des hôtels, voilà, t'as des taxis à dispo, etc. Enfin, c'est bien fait, t'as un chèque et tout. Le problème, c'est que comme toute fédération, comme je dis, polonaise notamment, tu sortiras pas de là-bas en fait. C'est-à-dire que c'est médiatisé que là-bas, il y a que les Polonais qui suivront et encore pas tous. Et ça sortira pas si tu veux. C'est-à-dire que personne, tout le monde s'en fout. Et voilà, même si c'est vrai que je me bats pas, je m'entraîne pas pour les caméras. Et ça, je pense que les gens l'ont bien vu. Mais c'est vrai que le problème en fait étant, c'est comme tu dis, bah, notamment majoritairement à main nue, etc. C'est des risques en fait. C'est-à-dire que tu vois, ça demande des temps de préparation, ça demande une hygiène de vie, un quota d'entraînement et du coup une mise en danger sur le tatami. Et en fait, c'est vrai que moi, tu vois, quand je fais mes calculs, après, c'est vraiment qu'à titre personnel, mais le jeu en vaut pas forcément toujours la chandelle, parce que finalement, le chèque est pas si conséquent. Donc, des fois, tu rentabilises même pas tes périodes de préparation. Après, il y en a beaucoup qui vont te dire, oui, mais c'est comme le code, t'es pas censé trop te préparer, c'est un combat que tu peux faire au pied levé. Oui, mais en fait, justement, à partir du moment où tu combats et que tu gagnes, c'est pas que tu prends un ego ni rien, mais tu peux pas te permettre de faire trop de combats au pied levé, dans le sens où justement, bah, tes aspirations commencent à être un peu plus grandes. C'est-à-dire que tu aimerais bien, voilà, avoir un peu plus de caméras, avoir un plus gros chèque, avoir un public, pouvoir, je sais pas, tu sais, amener ta famille, que ce soit en fait un peu plus glorieux. Et le problème, c'est que combattre comme tu vois, ça se fait en ce moment beaucoup en Angleterre, dans des brawls un peu, tu sais, où il y a un mec qui a foutu deux grillages et en fait tu vas juste te rentrer dedans avec un gars. Ça, si tu veux, j'ai eu la période hooligan pour le faire. Et c'était à volonté, on va dire, tous les week-ends, on pouvait être là dans la forêt, voilà, c'était structuré, mais on avait notre quota de violence, voilà, il y avait quand même très peu de règles, etc. Et moi, ça m'amusait bien, ça me divertissait bien, mais si tu veux le faire, j'essaie vraiment de professionnaliser ma carrière, et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas forcément, c'est qu'être un combattant du code, c'est pas forcément tout faire en freestyle dans sa vie.
C'est-à-dire que tu peux être capable de faire des combats comme ça, avec l'aspect ghetto, avec l'aspect un peu no rules, etc. Ça, c'est pas un problème, et c'est ce que je préfère aussi. Mais ça veut pas dire que tu vas laisser toute ta vie en freestyle. C'est-à-dire que il y a des combattants, justement, et c'est la majorité aux cotes, qui gardent ça comme un loisir. Et ça, je l'entends très bien. Et du coup, voilà, les mecs sont, par exemple, maçons dans la semaine, et une ou deux fois par an, ils vont combattre aux cotes. Ils font leur petit chèque, leur petit quart d'heure de gloire et tout, et c'est génial. Les mecs, au moins, tu vois, ils ont pas forcément besoin de s'entraîner beaucoup, ils s'entraînent un peu tout au long de l'année et ça passe. Moi, j'essaie vraiment de professionnaliser ma carrière, c'est-à-dire, si possible, d'en vivre. Alors, c'est très compliqué, mais voilà, j'essaie de faire les choses bien et dans le bon ordre. Et voilà, si on est un minimum lucide, c'est vrai qu'il vaut mieux, par exemple, pour moi, m'entraîner dans des choses structurées et poursuivre justement des contrats dans des grosses organisations de bare knuckle ou même évoluer petit à petit en MMA, même dans des organisations comme le Soko FC où j'ai combattu. Mais voilà, si tu veux faire ça dans les règles et faire ça dans un cadre légal, parce que le votoré, ça reste pas illégal, mais pareil, tu vois, ça fait partie d'aucune fédération, en fait, ça t'ouvrira pas de porte. Et je vois ça un petit peu, tu sais, comme certaines organisations de MMA, comme l'Octagone, où en fait, si tu veux, tu en seras un peu prisonnier dans le sens où ça va te donner de la médiatisation, tu vas prendre des chèques, mais par contre, ce sera même une porte fermée pour aller vers l'UFC, pour aller, parce que voilà, tu vois, tu feras partie de l'organisation, on va dire le bloc des pays un peu de l'Europe de l'Est, ils aiment bien garder leurs combattants et justement l'UFC n'aime pas forcément trop récupérer des combattants, par exemple, ces organisations-là. Et du coup, en fait, tu seras toute ta vie dans cette organisation-là. Donc peut-être que tu prendras des ceintures, peut-être, mais tu auras plus de perspective d'évolution. On va dire que ce sera la fin de ta période de montée. Et voilà, en toute lucidité, j'essaye de pas trop fermer de porte parce que déjà, ça a été dur d'en ouvrir, si tu veux. Donc, je pense pas forcément que ce soit la meilleure façon pour moi de procéder que de continuer dans des fight clubs comme ça et manquer des opportunités à faire mes preuves peut-être en MMA, etc. Là où, par exemple, c'est pas forcément une critique, mais là où beaucoup de personnes m'attendaient au tournant en me demandant, bon, bah, t'es très performant en street fight, mais qu'est-ce que ça donne dans la cage? Et en plus, malheureusement pour moi, j'ai pas été au niveau de ce que j'attendais à mon dernier combat de MMA. Donc voilà, ça me tient à cœur, si tu veux, de prouver aussi ma valeur académique. Ce que je veux dire, c'est voilà, dans des combats qui ne soient pas clandestins et qui soient structurés dans des disciplines bien précises. Et ça, je pense que ça m'ouvrira des portes pour la suite, tu vois. Tandis que les organisations comme le Votoré ou même comme tous les autres fight clubs, il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu vas pas, comme le code c'est un peu en suspens, pourquoi tu vas pas aux frontières Respect of the Street et toutes les autres. Je n'y vois pas l'intérêt. Franchement, je n'y vois pas l'intérêt. Moi, le code, même moi, Oui, t'as fait en le toute tour. lucidité, c'est ça. En fait, T'as fait le en tour. toute lucidité, le coach, je devrais même arrêter, tu vois. Après, moi, c'est franchement, c'est presque une histoire d'amour. Franchement, c'est devenu comme une famille, si tu veux, au niveau du staff. Enfin, on est devenus très amis. Je pense qu'Hamza, j'ai pas trop écouté son podcast avec toi, mais je pense qu'il a dû, s'il en a parlé, il a dû en parler de façon similaire. Franchement, c'est des gens qui t'acceptent dans leur famille. Et franchement, on pourra pas faire mieux en fait dans le domaine si ils ont tapé le top niveau de ce que tu puisses faire en fait en combat un peu street fight, no rules, etc. Donc pour moi, voilà, que ce soit même au niveau médiatisation, parce que franchement, ma médiatisation, ma communauté, je la dois quasiment qu'à ça, hein, qu'au Kings of the Street. Franchement, le BKB, ça m'a pas forcément ouvert beaucoup d'opportunités professionnelles sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas forcément beaucoup augmenté ma communauté. Par contre, le Kings of the Street, ça l'a bâti de A à Z et ça l'entretient aussi. Parce que franchement, les seules demandes que je reçois quasiment, c'est quand est-ce que tu reçois, quand est-ce que tu recombats au coach, quand est-ce que ton combat avec Hamza il sort. Je reçois quasiment aucune question sur le BKB, sur le MMA, etc. Parce que les gens, ça peut les intéresser, mais parce que je l'entends très bien, il y a des figures comme Benoît Saint-Denis qui sont 30 fois plus performantes que moi et 30 fois plus médiatisées et dont les gens attendent vraiment les combats en MMA. Moi, si tu veux, j'ai pas non plus, voilà. Alors, je suis très reconnaissant de ma communauté qui m'a soutenu pour mon premier combat de MMA, mais je vais pas dire qu'il y avait un engouement similaire, tu vois. C'est pas là-bas qu'on m'attend le plus, même si j'aspire à créer la surprise là-bas. C'est pas là-bas qu'on m'attend le plus. Donc voilà, le coach, je garderai toujours ça dans mon cœur et si on me propose d'autres combats, je répondrai toujours présent. Mais ce sera vraiment la seule condition pour moi de rester dans ce milieu-là et peut-être voilà de refuser une ou deux dates en officiel. Mais sinon, franchement, mon but c'est vraiment d'évoluer en officiel parce que comme je te dis, dans une perspective de professionnalisation, et je vois par exemple Hamza qui fait un peu les mêmes choix. Voilà, lui, je sais qu'il il ouvre les yeux vers le MMA GP. Il a tout à fait raison. Enfin, il a tout à y gagner. La YFC même dernièrement. médiatisation.
Exactement, tu vois, médiatisation, chèque, et en fait même par pur plaisir, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en plus, au moins, tu te frottes vraiment à des mecs, là, t'es sûr que c'est des valeurs sûres, c'est-à-dire que des mecs qui s'entraînent et de manière très rigoureuse. Donc, c'est-à-dire que tu seras sûr d'avoir un combattant, tu vois, t'auras pas forcément un brawler ou un mec un peu vraiment Street Fighter. Là, t'es sûr que c'est un combattant, et il y a un défi, en fait, justement, pour des figures comme Hamza et moi, par exemple. C'est-à-dire que c'est ça, on s'entraîne toujours en autodidacte et on a envie de se frotter à des mecs qui viennent des fois d'académies renommées, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment ma démarche et c'est la raison pour laquelle je te dis, je poursuis dans ce chemin-là. Ouais, tu dis que tu t'entraînes en autodidacte, mais ça te dit pas justement de t'entourer de spécialistes, de coachs de pied-point, de grappling et tout, pour te faire ta propre équipe professionnelle? C'est c'est justement le cas échéant, on va dire, c'est que je suis en train de mettre en place. Alors, je vais pas forcément donner de localisation ou de nom. Pour le moment, je prends le temps de faire les choses bien, mais c'est aussi pour ça que je suis en pause. Actuellement, j'ai eu des petits soucis de santé. C'est ce qui fait que j'ai dû malheureusement annuler ma candidature au Grand en bare knuckle où je devais combattre en septembre, Ah oui, c'est vrai. parce que j'ai une grosse date en novembre et je trahis pas de secret si je disais que c'est dans une organisation dont on a parlé juste avant, en bare knuckle, et qui du coup compte pour moi et qui est très importante pour moi, qui peut être un gros tremplin et même le plus gros pour le moment dans ma carrière. Et justement, j'étais à la recherche là pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, d'une académie performante. J'en ai trouvé une. J'ai discuté du coup avec le coach. Et du coup, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça inclut un déménagement et beaucoup de choses. Donc pour moi, dans ma vie privée, pas mal de bouleversements. Donc les choses se font petit à petit et je serai très très heureux de communiquer quand tout sera, on va dire, bien finalisé sur du coup quelle est cette académie, qui est le coach, notre façon de travailler, etc. Et pour moi, je pense aussi que ça va être, comme tu dis, un grand bienfait parce que ça va me permettre, notamment, c'est spécialisé en JJB, donc ça va me permettre de sortir de mes sentiers battus perso, de sortir de ma zone de confort et de me frotter à une discipline que je ne connais pas vraiment, en tout cas que je ne maîtrise pas, et je le dis en toute humilité. Donc voilà, ça va être beaucoup de nouveaux challenges. Je pense que dans ma vision sportive des choses, ça va me donner aussi beaucoup de nouveaux objectifs, beaucoup de challenges à atteindre. Et je pense qu'un combattant, ça a toujours besoin de ça, parce que voilà, tu évolues dans plein de domaines, ce qu'on appelle ça des arts martiaux mixtes, c'est pas pour rien. Et en fait, du coup, t'es toujours obligé des fois d'aller voir un peu d'autres disciplines ou voilà, d'autres académies, d'autres, tu vois, voilà, la façon de travailler à la thaïlandaise, à l'américaine, voilà, à la hollandaise, etc., pour sortir un peu de ta zone de confort, voir autre chose. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est en, en cours de réalisation. Et de toute façon, vous serez les premiers à savoir ça quand je communiquerai un petit peu là-dessus. Pour le moment, je suis un petit peu en sous-marin parce que, comme je te dis, j'ai des affaires à régler, mais ça ne saurait tarder parce que malgré tout, novembre arrive quand même dans pas si longtemps. Et comme je te dis, c'est vraiment mon plus gros challenge jusqu'ici. Donc, on va tâcher de faire bonne impression. Ah ouais. Ben écoute, on te souhaite le meilleur hein, dans cette orga-là. Je pense que ça sera en Angleterre que ça va se passer. Je sais ils ont organisé il y avait pas si longtemps en Angleterre. Alors, ce sera pas en Angleterre. Je pense pas trahir de secret. En tout cas, on m'a pas demandé de confidentialité là-dessus, donc je vais en dévoiler un peu plus. En fait, bon, pour nommer l'organisation, c'est le BKFC, du coup, dont on a parlé Hmm. tout à l'heure. Et alors, il faut savoir que du coup, ils ont beaucoup de succursales, c'est-à-dire qu'ils ont commencé aux États-Unis et ils sont importés ensuite en Thaïlande et parties asiatiques du globe, et Ah du coup d'accord, en Asie. en Angleterre pour on va dire plus les combattants européens, bah, notamment où il y a le combattant dont tu parlais de tout à l'heure. Et en fait, du coup, petit spoiler pour les fans de Bare Knuckle, il y a une chambre européenne, on va dire, qui va s'ouvrir parce qu'en fait, malheureusement, au niveau de législation, en fait, on peut pas communiquer sur les événements anglais pour communiquer sur l'organisation européenne, parce qu'avec le Brexit, en fait, tout ça, c'est tout con, hein, c'est juste des mots sur un papier, mais ça Ouais. a changé ça au niveau législation. Donc là, ils vont recréer une chambre européenne et qui aura lieu du coup en Bulgarie. Et du D'accord. coup, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, un petit peu avec le BKFC, c'est que leur fonctionnement, et moi j'aime beaucoup, c'est justement encourager les combattants locaux. Donc on le voit, hein, par exemple, dans les quarts de combat en Angleterre. En tout cas, au moins pour les prélims, c'est quasiment que des combattants anglais.
Sur la main card, après, voilà, c'est pas forcément que des Anglais. Il y en a, mais c'est pas forcément que des Anglais parce que justement, le but d'une main card, c'est de stimuler un maximum l'audimat. Et voilà, c'est des Chad Mendes, ça va plus stimuler que certains combattants anglais locaux. Mais du coup, voilà, pour l'événement en Bulgarie, ça risque d'être similaire, c'est-à-dire voilà beaucoup de combattants bulgares et j'ai toujours raffolé des combattants d'Europe de l'Est parce que souvent c'est quand même des bons gaillards. S'ils ont pas froid aux yeux, physiquement Ah ils bah, ils sont mangent des là. cailloux, comme on Souvent dit, hein. exactement. Donc moi on m'a déjà fait une proposition de combattant. Le problème c'est que c'était en alors si je me trompe pas c'était en moins de 77 kilos, catégorie dont je ne veux plus entendre parler. Je ne veux plus que t'es à ce poids-là parce que Ouais, t'as c'est eu du très mal mauvais à pour cuter, tu t'avais expliqué pour ton combat en MMA. ouais. J'ai eu T'as eu beaucoup de du mal. mal en fait pour plusieurs raisons. Bah, parce que déjà quand tu fais ça de façon naturelle, t'es obligé d'étaler ça beaucoup, on va dire sur l'espace-temps. Donc ça m'a pris 2 mois et demi quasiment parce qu'en fait tu peux, en fait tu t'en rends compte quand tu le fais, seulement quand tu le fais, parce que même quand tu côtoies des combattants, tu peux toujours en parler, on va dire avec une certaine justesse, mais tant que tu l'as pas fait, c'est vrai que en fait tu ne saisis pas la difficulté et la gravité de perdre autant de poids. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est aussi ici là, il y en a qui vont dire que c'est pour se rassurer ou autre, mais c'est là que tu te dis, en fait, les 3 quarts des combattants, ils font ça sous assistance biologique, on va dire, parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de rester en bonne forme physique en perdant du poids. Moi, justement, je l'ai fait sur la durée, n'ayant pas d'assistance de produits ou quoi que ce soit, et ça a déjà été un enfer. Hein. Franchement, c'est un calvaire. Pour te t'illustrer un peu ça, franchement, enfin sur la fin notamment, on va dire sur le dernier mois, j'avais des vertiges tout le temps. Enfin franchement, en fait, au niveau nerveux, tu sais, au niveau irritabilité, t'es au maximum. C'est-à-dire, t'as presque envie de pleurer à l'entraînement juste parce que, je sais pas, t'as raté un jab, tu vois. Enfin, c'est quelque chose de quand même assez Ouais. spécial. Tu développes des Mais douleurs partout, du coup, tes blessures, etc. Enfin, c'est quelque chose de très c'est pour compliqué. ça c'est pour ça que le cutting, il faut être très très bien entouré pour le faire, parce que ben, je le répète jamais assez Exactement. sur ma chaîne, mais il y en a qui ont perdu la vie en faisant un cutting. Donc il faut Tout à vraiment fait. être avec des gens qui connaissent, qui même l'ont déjà fait. C'est mieux d'avoir un coach qui a été un ancien combattant et qui sait ce que c'est que le cutting pour vous accompagner, parce C'est que ça. sinon, ouais, ça peut très très mal se passer. Ah ouais, moi, tu vois, justement, tu parles de mecs qui sont morts en faisant des cuttings. Justement, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus parce que, en fait, j'ai développé des grosses douleurs au cervical, en fait, à partir d'une semaine et demie avant le combat, quelque chose comme ça. Mais quelque chose de très conséquent, hein. Ça m'empêchait à moitié de m'entraîner. J'arrivais pas à dormir, donc j'ai quasiment pas dormi pendant une semaine. Enfin, c'était vraiment des grosses douleurs et je savais pas forcément d'où ça venait parce que niveau nutrition, etc., je gère quand même bien le sujet. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai dû faire pour vraiment maximiser la perte de poids, parce que malgré tout, à l'approche du combat, j'avais pas forcément perdu assez de poids. Pour maximiser la perte de poids, j'ai dû couper le sodium et en fait, ça venait de là. Mais j'ai vu qu'il y avait justement un combattant alors je sais plus, je connais plus son nom, mais qui était mort de ça, en fait, qui avait coupé le sodium trop tôt. Et en fait, il avait fait une rupture d'anévrisme parce que le mec, il se plaignait des mêmes douleurs. Après, lui, c'était beaucoup plus hardcore. Ça s'est fait sur les derniers jours. Enfin, c'était quelque chose de spécial. Mais j'ai vu qu'en fait, voilà, il y avait des tenants et des aboutissants qu'on ne maîtrisait pas, en tout cas pas moi à mon niveau. Et ouais, tu vois, voilà, c'est une expérience. Si vraiment je la retentais, ce serait exceptionnel. Ce serait vraiment uniquement entouré de professionnels. Sinon, je veux plus prendre ce risque-là. Pour plusieurs raisons aussi, parce que c'est un poids qui ne me convient pas. Physiquement, je ne me sens pas apte à livrer une guerre à ce poids-là. Je ne me sens pas en confiance, je fais pas confiance à mon corps. Tu développes, comme je te dis, beaucoup de blessures, donc en plus, tu n'arrives pas serein dans la cage. Tu te dis, putain, sur une clé de bras, j'ai l'épaule qui va partir parce que tu sais que tu as développé des débuts de rupture tendineuse. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Le médecin, en fait, le Toubib, quand il a fait le check-up juste avant le combat, il voulait pas me laisser combattre parce qu'il m'a dit vous avez un début de rupture tendineuse aux 2 épaules, Ah ouais. donc c'est pas bon pour vous. Moi j'ai pas voulu. De toute façon j'étais là, je m'étais préparé, j'avais perdu le Bah poids. oui. Enfin j'étais au Luxembourg, j'étais sur place. J'ai pas voulu l'écouter, ce qui est normal je pense parce que de toute façon j'étais quand même en état de combattre. Si je me suis préparé pendant 2 mois, 2 mois et demi, c'est que voilà j'étais en état. Mais par contre c'est des choses qui sont à prendre en compte parce que du coup c'est des blessures qui vont se traiter après sur quand même une longue période. Et du coup, si tu penses à l'avenir, si tu penses à des dates justement pour enchaîner après, il vaut mieux oublier quoi. Il vaut mieux te dire que tu vas prendre une période de convalescence un peu plus longue. Et c'est pas le but. Le but c'est de multiplier les combats un maximum. Donc voilà, c'est beaucoup en fait de choses à gérer. Moi, c'est des contraintes que j'ai pas forcément envie
de me donner, en fait. Je sais que en moins de 84 kilos, je serai plus efficace à tout point de vue. Donc voilà, en fait, ça me suggère déjà un cutting parce que pour être transparent, hors saison, je suis entre 87 et 90 kilos. Donc déjà un cutting en moins de 84, c'est déjà la perte de quelques kilos. Donc bon, Oui, on peut pas t'as pas appeler beaucoup à perdre. C'est pas un gros voilà, ça, on peut pas cutting, appeler ça c'est un vrai. cutting intense, mais c'est déjà une perte de kilos. Donc voilà, moi je sais que ça, en fait, ça me permet juste, tu sais, de perdre un petit peu en densité, c'est-à-dire perdre voilà un petit peu de gras et puis en fait prendre un petit peu en vivacité, en explosivité, etc. Donc je pense dans les 84 kilos être au top physiquement. Donc c'est là-bas qu'on me retrouvera, qui sont en MMA, en bare knuckle, etc. C'est dans cette catégorie-là que qu'on me retrouvera. Ok, nickel. Ouais, parce qu'on a vu sur les réseaux, tu t'étais chauffé avec Gaëtan là, pour faire un combat, je sais pas, 70, je sais pas quoi. Là. Mais, euh, Ouais, alors mais c'est ça pas c'est vrai que possible c'est pour toi, tu peux pas descendre à 70, non. c'est pas Non, possible. non, 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 je te dis, hein, je vais pas commencer à spéculer, à dire que j'ai failli perdre la vie, hein, loin de là. Mais franchement, je te dis, déjà, descendre à moins de 77 kilos, ça a été franchement une des pires épreuves de ma vie, parce qu'en fait, ton corps ne réagit plus comme d'habitude, et quand ton corps ne Mhm. réagit plus, voilà, c'est très compliqué de gérer les choses, parce que t'es pas en possession de tes moyens naturels, en fait. Et on te demande après de livrer une des plus grosses guerres de ta vie à chaque fois. Après ça, et ça, franchement, physiquement et mentalement, c'est très très dur. Donc voilà, il y a des personnes à qui ça convient, hein. Je sais que par expérience, j'ai vu des mecs que t'es en moins de 24 heures, que t'es 20 kilos, tu vois, et après être quand même dans la cage ou sur le ring. Après, généralement, la durée de vie de ces combattants-là dans le combat, elle était pas forcément bien élevée. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils faisaient le taf, ils ont pris leur chèque, mais il faut voir après les retombées, comme tu disais, d'un combat. C'est Un ça. combat, que ce soit avec des gants ou sans gants, enfin, tu t'en reviens très traumatisé à tout point de vue. Donc, faut voir si ça. Je pense que chacun décide pour lui-même si le jeu en vaut la chandelle. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Donc, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est pas quelque chose que je conseillerais. Enfin, tu vois, tant que tu te bats pas. Après, forcément, si j'étais à l'UFC et qu'on me proposait que j'étais en middleweight et qu'on me proposait en lightweight, tu sais, mais pour une ceinture, voilà, de combattre et perdre 21 kilos, je tenterais peut-être ma chance, tu vois, parce qu'il y a vraiment un enjeu de taille. Outre ça, je pense pas que ça en vaille la peine. Ben, tu parles justement des lightweight. Il y a Rabib, il fait bien 90 kilos, le gars, en dehors des combats. Il descendait à 70. Hein. Et alors ça, tu vois, c'est ce qui m'a fait me poser beaucoup de questions. C'est comment être un des combattants. Parce que bon, ça après, chacun a son point de vue là-dessus, mais en tout cas, enfin moi, je le classe parmi voilà les top combattants de tous les temps. Comment être un des meilleurs Mhm. combattants et perdre autant. Alors moi, je te dis franchement, sans être langue de vipère ou quoi, je suis voilà, persuadé que même si les trois quarts ils passent les tests de l'USADA, je suis quasiment sûr qu'il y a utilisation de beaucoup de choses. Après, moi, je vois pas ça d'un mauvais œil parce que de toute façon, enfin, si t'es un minimum honnête, après, on s'est vulgarisé un peu. Mais franchement, les 90%, ils sont dans la même sauce. Donc, de toute façon, pour moi, c'est juste jouer à armes égales avec les autres combattants. Mais c'est surtout, tu te dis comment tenir, en fait, et déjà rien que 5 ans à hauteur de, on va dire, au moins 2 à 4 combats par an, avec un rythme de vie comme ça, tu vois, à perdre 20 kilos, à faire les switches de poids, franchement, pour moi, je pense qu'il y a très peu de choses aussi traumatisantes physiquement pour un homme, hein. Et c'est ça justement qui me fait me dire que j'ai beaucoup de respect pour ce genre de combattants. Après, c'est un choix perso, personne ne les oblige, mais voilà, qui s'astreignent à perdre autant de poids euh, pour aller combattre. Après, voilà, je sais qu'ils maximisent leurs chances, donc c'est aussi entre guillemets, un calcul stratégique. Mais moi, personnellement, comme je te dis, je sais que même avec des calculs, même s'il y avait un chèque et tout, je préfère quand même prendre plus de risques, on va dire, dans la cage. Mais en tout cas, être sûr que, par contre, quand j'y entrerai, je serai à 100%, même peut-être à 200%, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr, la santé avant tout, c'est déjà assez dur comme ça, la répétition et tout, parce que déjà avec tous les examens médicaux qu'il faut faire, fond d'œil, neurologique, et tests sanguins pour voir si t'as pas de maladie transmissible, machin et tout, C'est ça. c'est Après, ça, assez. c'est pas, c'est exhaustif pour beaucoup de, d'organisation, mais plus en France, parce que les fonds de l'œil, etc., pour combattre même en Europe, t'en as pas besoin, franchement, et c'est quelque chose de bien, et Ah c'est aussi ben pour oui, je ça que sais bien souvent, je me prends que pas forcément la tête à il y a combattre certains en France endroits. ou quoi, parce que
c'est très coûteux, comme tu dis. En plus, tu mets des mois, des fois, parce que ce qu'il faut, c'est que surtout dans les trois quarts des organisations aussi, c'est des IRM cérébraux et tout. Enfin, Mm. voilà, c'est des délais d'attente très longs. Enfin, toi, quand tu es en préparation, tu n'as pas la tête à ça. Hein. Tu focuses sur le drill technique, sur la condition, etc. Et tu n'as pas envie de te faire chier avec 36 examens médicaux, quoi. Et je voulais dire, tu parlais que tu préfères combattre à l'étranger qu'en France. Et t'as pas eu de proposition d'organisation de MMA française pour combattre en France? Alors, moi, j'ai mon manager, à la suite de mon combat au Luxembourg, qui a essayé de parler avec l'organisation de l'Hexagone, qui est une bonne organisation. Moi, franchement, Ah oui, j'aime oui. beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leurs combats, leurs combattants aussi. Ah, mais en France, Notamment, je les connais orgas, il très faut le dire, bien. elles ont rien à envier au niveau étranger, hein. Non, 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 Ils sont en franchement, train de faire taf en peu de je temps. connais bien Mathieu Leto Duclos et par exemple, c'est un combattant de cette organisation-là. J'en ai parlé avec lui. Hein. Je lui ai demandé, écoute, qu'est-ce que tu fais? Voilà, en toute honnêteté et en toute transparence, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et en fait, il m'a, on va dire, confirmé ce que je pensais déjà, c'est que c'est les, on va dire, l'échec était à la mesure de ce que tu méritais. L'organisation est nickel et tout. Enfin, tu vois, les choses sont bien faites et ça me rassure en plus que je me dis, tu vois, le MMA, on a légalisé ça, le cadre légal été émis, on va dire, il y a très peu de temps et on est déjà aussi performant. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le MMA français et pour les combattants français, du coup. Voilà, il y avait eu une petite discussion. Après, ouais, c'est pas forcément les organisations que je brigue le plus, comme je te dis, parce que malheureusement, même si on fait les choses bien, et moi, il y a des points positifs, hein, je pourrais avoir, par exemple, peut-être une plus grosse part de public, de fans, etc., dans la salle, et puis voilà, me développer en France. Après, malheureusement, on a un peu ce problème-là aussi, comme avec les organisations européennes, comme le KSW, hein, c'est que t'as pas forcément une ascension qui est terrible, quoi. C'est tout con, mais en fait, aller combattre au Brave MMA, qui est pas forcément d'un niveau sportif largement supérieur à l'Hexagone, bah en fait, par contre, tu vois, Benoît Saint-Denis vient de là-bas. Beaucoup de combattants de l'UFC sont des anciens combattants du Brave. Et pourtant, tu vois, voilà, comme je te dis, les combattants de l'Hexagone, pour moi, n'ont pas forcément grand-chose à envier aux combattants du Brave. Mais c'est des choix stratégiques et souvent les managers préfèrent placer leurs combattants là-bas parce que voilà, il y a des UFC Fight Pass, parce qu'il y a des passerelles qui se créent. Et voilà, moi je t'avoue que j'essaie aussi de raisonner un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je m'en fous un petit peu des organisations dans lesquelles je combats pour bâtir mes stats, c'est-à-dire que ce soit MMAGP, l'Hexagone, le SOCO ou même des organisations dont les noms sont inconnus. Hein, c'est pas voilà, je sais pas pour aller chercher un chèque ni une médiatisation. Le but c'est de se construire des stats, un beau topology. Et après, par contre, tu vois, du jour au lendemain, quand tu es à 4 ou 5-0, déjà commencer à essayer de parler directement avec des plus grosses organisations avec peut-être le One, c'est prétentieux, hein, mais peut-être avec le One, avec le KSW, avec l'Octagone, avec l'UFC. Je pense que pour beaucoup de combattants, c'est ce qu'ils recherchent, tu vois, parce que quand tu vois que tu as des combattants qui sont à du 15 ou 20, tu vois, victoires, pour des fois, c'est quoi, 3 ou 4 défaites maximum, ce qui est un très beau tableau statistique. Les mecs, voilà, sont bloqués à Arès, les mecs sont bloqués, qui sont des bonnes organisations, mais en fait, pour moi, c'est des tremplins. Tu peux pas en tant que combattant te dire voilà je veux finir ma carrière avec la ceinture de l'ARES parce qu'il y a rien de mal à ça mais parce que tu vises forcément ce qu'on t'a donné de plus beau, hein, c'est-à-dire les ceintures KSW comme Saladin Parnasse, les ceintures à l'UFC comme Conor McGregor, c'est ce que tu peux désirer de plus. Donc voilà, j'essaie de faire les bons choix stratégiques. Après ça, je laisse beaucoup ça entre les mains de mon manager. C'est quelqu'un de très compétent. Il sait ce qui est bon pour moi et je lui fais confiance. De toute façon, rien n'est jamais signé sans que j'en sois au courant ou etc. J'ai le choix sur tout. Hein. On me propose toujours enfin, tu vois, on me présente mon adversaire potentiel, on me présente voilà les règles, les rémunérations, etc. Et je signe rien tant que je suis pas au courant. Donc, je suis toujours en connaissance de cause mais j'essaie de faire les meilleurs choix. Après, voilà, tout dépend en fait. Je fais aussi un petit peu ça au pied levé, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi, le contrat potentiel avec le BKFC qui est pas encore signé, mais qui est très probable, il m'a été proposé du jour au lendemain. On m'a même démarché, si tu veux, avec un profil quasiment anonyme sur Instagram, donc quelque chose de très peu commun. Mais ça Ah, arrive et c'est quelque chose de très viable, c'est-à-dire au niveau rémunération. Euh, pour mm. rien te cacher, on me propose un 3+1, tu vois. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu jusqu'ici. Ah oui. Et c'est un premier combat.
c'est un premier combat. C'est-à-dire que je suis dans les prélims, tu vois. Si je suis pas dans les prélims pour en plus un premier événement européen, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas encore bien développé et je pense que le catch il sera injecté vraiment après, tu vois, comme en Angleterre quand ce sera un petit peu mieux fait. Donc moi en fait, je te mens pas, en fait, je suis ce qui vaut le plus le coup et voilà, si du jour au lendemain l'Hexagone me proposait un contrat par exemple de 3 6 je sais pas combien de combats avec des rémunérations à la clé qui soient honnêtes et justement en fait des combats qui pour moi seraient stimulants, j'irai, hein, franchement, je me prends pas la tête. En fait, j'étudie les cas de figure et ensuite je traite en fonction du moment. Par exemple, si je sais que je suis blessé au niveau des genoux assez sérieusement, je me dis bon bah voilà, peut-être priorise le bare knuckle parce que tu sais que tu vas pas prendre de low kick, tu vas pas grappler La lutte, tu vas pas avec pouvoir tes genoux lutter. blessés. Voilà, etc. Donc voilà, moi je me laisse un peu porter. Je suis très ouvert un peu à tous les nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir à moi, mais j'essaie par contre d'être un petit peu moins naïf, comme à l'époque du BKB par exemple, et signer des contrats qui soient plus juteux, il faut le dire, mais surtout plus intéressants pour mon avenir, hein. Parce que comme je te dis, le but c'est vraiment de s'ouvrir un maximum de portes, parce que j'ai pas eu la chance d'évoluer au sein d'une académie de renom, par exemple, directement, comme l'American Kickboxing Academy, même comme le MMA Factory, etc., ni par un coach et encore moins par un manager qui soit vraiment sur le devant de la scène. Donc c'est plus compliqué de faire ses armes. Et même si, voilà, c'est pas une excuse, j'essaie du coup de traiter mon évolution, on va dire, avec le plus de lucidité et d'intérêt possible. Ouais, ben ouais, tu te fais bien de toute façon, mais la rémunération, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit. C'est les mecs, c'est le but, parce que les gars, la plupart, ils travaillent à côté. J'imagine que tu bosses à côté pour pouvoir, Tout à fait. parce que si, bah ouais, parce que voilà quoi. Et bien souvent, il y en a, c'est compliqué, parce que quand tu es à haut niveau, il faut que tu t'entraînes plus que en amateur. T'as toute la C'est ça. prépa physique et tout, et quand tu bosses, ben, tu peux pas te libérer en fonction de ce que tu fais dans la vie. Donc, ouais, C'est ça. Disons que ton faut être patron, passionné, souvent, c'est ce il qu'on en a. disait. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Alexandre Boitelet. Si vous n'êtes pas passionné par les sports de combat en Ah général, non. vous pourrez rien faire. Non, non, non. Non, non, parce que comme je dis, il faut s'accrocher, hein. Ton patron, il en a rien à faire que tu aies un combat qui arrive. Au contraire, lui, ça le stresse limite plus qu'autre chose, que tu peux revenir avec la gueule au Mm. carré et avec une potentielle blessure, donc un arrêt de travail. Ouais, en Donc il arrêt. fera rien enfin, je parle pour les trois quarts des cas, hein, mais je pense qu'il fera rien dans les trois quarts des cas pour t'aménager des horaires, etc. Les préparations entraînent des frais importants, c'est-à-dire notamment au niveau de la nutrition, tu sais de bien manger, tu as des compléments à acheter, etc. Moi, dis-toi, et je pense que par exemple des mecs comme Hamza, enfin, comment dire, je raisonne comme ça parce que je sais qu'on est souvent un peu tous justement assez avec des parcours similaires. Enfin, t'as pas forcément les moyens de t'acheter les meilleurs compléments, t'as pas forcément les moyens de faire de la cryothérapie, voilà, de la kiné, de l'ostéo, etc. Ni le temps même, tu vois, quand tu travailles, t'as une journée chargée, je sais pas, tu vas travailler 8 heures. T'as pas forcément le temps et de t'entraîner et d'aller faire une séance de kiné, tu vois, des fois faut choisir. Et quand t'es combattant, souvent t'es soit trop bête, soit trop passionné, justement, et tu vas forcément choisir l'option sport, parce que de toute façon, tu te dis toujours, tu as ce sentiment d'invincibilité là, ou au moins, on va dire, de résilience, c'est-à-dire que tu vas te dire, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a jamais un combattant qui arrive en n'étant pas blessé à un combat, ce sera la même chose pour moi, et puis on y va. Mais c'est pas forcément toujours la meilleure manière de raisonner, parce que voilà, les blessures, tu peux les traîner, parce que la fatigue, parce que tout ça. Et en fait, après, arrivé à l'instant T, tu repenses à tout ça, tu fais un petit peu le bilan de ta préparation et tu te dis merde, putain, c'est le moment de performer au mieux. Et alors qu'en fait, voilà, t'es à l'aboutissement de blessures, de, de petits soucis comme ça. Donc voilà, c'est toujours assez spécial, mais je te rejoins totalement là où en fait, faut vraiment le faire par passion parce que ça peut te mettre, voilà, même dans le rouge, hein, tout dépend. Après, ça, c'est chacun gère comme il peut. Mais du coup, voilà, ça peut être au détriment, voilà, de ta carrière professionnelle, c'est-à-dire essayer de trouver des jobs à mi-temps, des choses. En fait, voilà, c'est soit tu te mets à fond là-dedans et tu le fais par passion, et après tu t'es prêt à accuser le coup, on va dire, de tous les sacrifices que ça demande, financiers, humains, au niveau de la santé, etc. Soit voilà, franchement, garde en amateur, tu vois, c'est-à-dire inscris-toi dans un bon club qui te trouvera des galas assez régulièrement, t'en fais un par mois, et puis voilà, quoi, tu trouves ça un peu divertissant, mais t'as pas envie de te mettre à 100% là-dedans, parce que sinon, bah, les trois quarts des combattants, tu le vois vite, ils arrêtent souvent, hein. Ils arrêtent souvent parce que c'est pas, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient, et malheureusement, je trouve qu'on communique pas assez, tu sais, malheureusement,
Tu sais, tu vois beaucoup les TikTok, par exemple, avec marqué je veux cette vie-là. Et puis, bah, tu vois McGregor dans sa Lambo, tu vois Habib avec sa ceinture, etc. T'as envie de dire, les gars, c'est pas ça. C'est, ils euh, connaissent pas c'est, leur vie. Alors. c'est ça. C'est des mois de nutrition très stricte, des journées de déshydratation, des entraînements qui n'en finissent pas, beaucoup de journées en solitaire. Enfin, après, tout dépend, hein. Il y en a qui ont une famille, etc. Mais des fois, voilà, tu te retrouves seul. T'as plus personne pour toi. Et là, c'est pareil, tu déposes le bilan pour beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Et je trouve ça intéressant, justement, tes podcasts, que je regardais un peu avec Loïc Pora, etc. Il faut des gens, tu vois, qui aient une certaine expérience. Alors après, moi, mon expérience est encore très humble. Il y a des gens qui seront peut-être encore beaucoup mieux placés pour en parler, mais c'est bien de faire de la prévention et de dire aux jeunes, voilà, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est 1%, 1% de la frange des combattants. Tout le reste, tu le vois, regarde, par exemple, pour moi, la meilleure illustration, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, les jeunes, ils commencent, on va dire, à une moyenne de 12 ans et ils finissent à 23 ans. Ils auront fait 260 combats avec des rémunérations Mhm. complètement à chier. La santé en croît. Et voilà, on va dire qu'au niveau local, on leur paiera peut-être des coups au bar parce qu'ils sont double champions, mais personne ne connaîtra leur nom, encore moins dans la société occidentale. Et ils tomberont dans l'oubli et ensuite dans l'alcoolisme. Et enfin, tu vois, c'est un peu la suite logique. Et en fait, c'est un peu ça, hein, la réalité de beaucoup de combattants. Euh, Regarde, moi, c'est tout con, mais là, je regardais un petit peu, c'est les combattants français, là, les Carla Moussou, les Diabaté et tout. Je trouve ça presque triste, en fait, la façon dont ils ont terminé, alors que, bah, par exemple, je parle pour les deux cas, par exemple, enfin, il y avait un potentiel énorme. Enfin, tu vois, tu voyais Moussou à l'époque où il combattait au M1, enfin, c'était un des plus gros potentiels dans le MMA, Diabaté, pareil, à l'UFC. Et puis, en fait, après, ils ont fini par, je sais pas, voilà, si c'est de leur faute ou si c'est des organisations qui les ont pas aidés. Mais en fait, ils ont fini par C'est les tomber un petit peu précurseurs. plus et c'est ça. C'est les Ouais, mais précurseurs. C'est quand ils t'expliquent comment ils ont galéré, qu'ils étaient obligés de partir à l'étranger pour s'entraîner. En plus, c'est Diabaté c'est quand ça. tu sais que il était combattant et en même temps il était entraîneur, que c'était ses élèves qui étaient dans son coin pendant qu'il combattait. C'est Et ouais, aujourd'hui mais tu le verras plus aujourd'hui. T'as le coach qui est dans en ton fait, coin, c'est plus un élève, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, des gens comme moi, par exemple, justement, c'est tout ce qui fait que j'ai encore plus d'admiration pour ces combattants-là que pour les autres. Mais les trois quarts, c'est pas forcément, justement, qui sont pas forcément autant passionnés, c'est pas ce qu'ils vont voir. Ils vont se dire, ah ouais, putain, je pensais pas ça comme ça. Moi, ce que je voulais, c'est les gros chèques, c'était la Rolls, et Hmm. puis La vie à la avoir 3 Connor. 000 sur Instagram. C'est ça. Alors que, bah ouais, alors Ils que toi, connaissent tu pas vois, la t'es vie à la passionné, Connor alors. c'est ça, t'es passionné, tu te dis putain, mais en fait, voilà, enfin, on s'en fout quoi. Diabaté, il est peut-être pas super bien rémunéré et tout, mais déjà il a fondé sa team, tu vois, et avec beaucoup de très bons prospects, tu vois. Donc je pense qu'en tant que combattant qui est entraîneur à la fois, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois, te dire qu'en plus t'as tellement contribué au développement du sport, en tout cas en France, que du coup toi t'es actuellement celui aussi qui forme parmi les meilleurs combattants français. Et puis voilà, en fait, surtout que il a des faits d'armes sur lesquels on peut revenir et sur lesquels je trouve qu'on revient pas assez, tu vois. Voilà, où tu peux rebalancer ces combats à l'UFC, qui était une période où c'était moins médiatisé, mais enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me fait le plus bander, tu vois. Je regarde les combats de Diabaté, les vieux combats d'Amoussou, les combats au Pride, etc. Tu vois, c'est pas forcément les mêmes époques, mais moi, c'est ce qui me stimule le plus. C'est pas en tant que combattant, j'ai voulu combattre parce que j'ai regardé les combats de Don Frye et pas parce que j'ai regardé les combats de McGregor, tu vois. Après, Hmm. chacun se fait son avis, etc. Mais j'ai beaucoup plus de respect justement et d'admiration pour ces combattants qui ont vraiment tout donné et qui n'ont pas forcément été toujours récompensés à la hauteur de leur investissement, mais qui par passion en fait ça leur importait peu, tu vois. C'est-à-dire que de toute façon dans le cœur, on va dire, ça leur a apporté ce qu'ils recherchaient, tu vois. Et la satisfaction et l'accomplissement personnel et voilà, et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir eu leur villa à Los Angeles ou je ne sais quoi. Et je trouve ça très bien, justement. Je pense que c'est ces personnes-là qu'on devrait prendre en exemple. En tout cas, je parle pour les jeunes Français, plutôt que voilà, trop regarder trop à l'étranger et les trucs trop mainstream qui sont en fait pas forcément, mais même pas du tout représentatifs de la réalité en général. Ouais. Ben, tu parlais de Connor. Moi, j'invite les gens à aller voir son parcours, hein. Quand il a débuté avec John Kavanagh, il vivait au RSA. C'est ça. C'était un ancien plombier. C'était sa femme actuelle, Dee Devlin, qui faisait tout, qui ramenait l'argent. Il n'avait plus de bagnole, c'était elle qui venait le chercher aux Ah, entraînements. ça a pas été fameux, hein. Avec une petite 206, aujourd'hui, tu vois ce qu'ils viennent de lui offrir dernièrement. Et ouais, bah, Donc, tu vois, c'est après. donc voilà.
Faut le passer par problème, là. c'est que ça tient aussi, ça tient un peu de choses aussi parce que je vais pas dire qu'il est pas méritant. Au contraire, justement, moi, j'ai regardé il y a pas si Ah si, longtemps si, que ça, il y a quelques mois, justement, le reportage sur sa vie et du coup, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. J'ai appris à l'apprécier même un peu plus que je l'appréciais déjà. Mais ah voilà, en fait, ce ben qu'il oui, y a, c'est le c'est que showman là qu'on connaît. c'est ça, et puis en fait c'est la culture UFC, c'est qu'en fait il a enfin, franchement il y a pas meilleur exemple pour gérer au niveau communication sa carrière quoi. Enfin, le mec il a même limite mieux géré que certains acteurs, certains chanteurs. Enfin voilà, c'est l'exemple du businessman accompli vraiment à son paroxysme. Mais voilà, tu vois, tu as des combattants, regarde Saint-Denis, c'est pareil, hein, ça se trouve, il aurait pu finir jusqu'à la ceinture des du Brave, tu sais, et à combattre et à finir à 17-0 et ça se trouve ne jamais être repéré, quoi. C'est très compliqué d'arriver dans ces sphères-là, c'est des sphères qui sont très inaccessibles, sachant qu'en plus, notamment à l'UFC, c'est beaucoup first round management qui gère les contrats. Et enfin, c'est une secte, hein, franchement, pour avoir leur attention, pour signer avec eux. Je parle par exemple de first round management parce que j'ai des cas concrets, on va dire un peu personnels à apporter. Les trois quarts des combattants, comme par exemple Mighty Mouse, là, merde, comment il Ah oui, s'appelle Demetrius Combat Johnson. One, qui est Demetrius Johnson, il signe des contrats, par exemple, avec First Round Management à 50%. L'agence se reprend 50% de leur revenu de combat, tu vois. Putain. C'est énorme. Ah oui, il C'est prend la énorme. moitié l'autre. Exactement. Après, voilà, en contrepartie, il leur apporte les meilleurs combats, les meilleures opportunités, les combats, les title fights, ils arrivent plus vite. C'est à prendre ou à laisser. Mais par contre, voilà, on va dire que tu tapes ton million à un combat, et ben, tu taperas pas ton million. T'en auras que la moitié. En fait, c'est des consensus à faire. Mais en fait, même, tu vois, même pour ces personnes-là, John Jones, je sais qui signe aussi avec First Round. Voilà, ils ont de l'argent et tout parce qu'ils ont fait des vieux os, parce qu'à côté, il y a les sponsors, mais en fait, le revenu vraiment en tant que combattant est pas si conséquent. En tout cas, pas en MMA. Tu vois, en boxe anglaise, c'est pas la même chose. Mais en MMA, voilà, tu vois que c'est pas forcément des trucs Bah, très viables, hein. Après, à partir mais de 30 000 euros, déjà, je considère ça comme viable, mais c'est pas autant qu'on pense, on va dire. ouais, mais déjà il y a les chiffres qui sont sortis pour l'UFC, redistribution, tu sais, des revenus. Ouais, Sur le sport américain, ils reversent que 13% de leurs bénéfices aux combattants. c'est Contrairement ça. à la NBA et à la NFL qui soit à 50%, un truc comme ça. Et ouais, mais Donc, après, c'est pas forcément plus mal. C'est-à-dire qu'on peut s'en plaindre, mais moi, je vois ça presque d'un bon œil parce que je me dis, ah, le problème d'un sport, c'est que généralement, comme je te disais tout à l'heure, plus il y aura d'argent mis en jeu, plus, pour moi, ça va salir les valeurs traditionnelles ou les engagements, euh, d'honneur et tout ça, tu vois, dans ces sports-là. Donc moi, je vois presque ça d'un bon œil. Si on peut être préservé vraiment de cette flambée d'argent massive, est-ce que ce serait pas une bonne chose? Moi, je pense que oui, tu vois, parce qu'en boxe anglaise, tu vois, par exemple, le truc, tu vois des mecs comme Crawford qui ont des après, palmarès impressionnants et qui sont à peine ouais, maintenant, mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, mis vraiment sur le devant de la scène, alors que tu as des mecs qui ont des palmarès beaucoup moins impressionnants, comme Garcia, par exemple, et qui, en fait, les mecs, leur met des combats avec des sommes mirobolantes. Donc, ouais, mais tu vois, après, la boxe anglaise, c'est dû aux promoteurs. Tu vois, c'est bien aussi. plus Mais complexe. C'est encore beaucoup mieux contrôlé, j'ai envie de te dire, que les organisations de MMA. Parce que dans ouais, bah, les parce qu'en orgas fait, de MMA, c'est. tu peux pas éviter le champion. C'est que là, les gars, ils Non, peuvent c'est ça. s'éviter s'ils en C'est ont ça. envie. Ouais, puis en plus, oui, c'est ça, c'est qu'en plus, t'as les champions maintenant, WBO, WBC, machin, ouais, c'est vrai que ça éclisse un peu les choses, mais ouais, je te dis, moi, je Ah vois bah, pas tu veux être le forcément ça champion, d'un mauvais œil, faut tous les battre, quoi. exactement, tu vois, et là, au moins, tu peux te dire, tu vois, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais Connor, regarde comment il a fini. Ouais, enfin, le mec, il a quand même tapé deux ceintures dans deux catégories différentes, alors même si maintenant, il perdait tous Mm. ses prochains combats, moi, ça enlève rien, on va dire, entre guillemets, à Et puis il y l'estime a que des j'ai pour lui, parce que explications aussi. forcément, Il y a des bah, explications aussi sur ces combats. Déjà, quand il est c'est revenu en ça, MMA, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été dans la cage, il prend Khabib. c'est Il ça. prend Khabib qui est en pleine bourre. Connor, il est allé faire son truc dans la boxe, même il a fait un beau combat face à Khabib, hein. Quand on voit comment il a Ah, défendu la lutte, il n'y a personne qui a défendu la c'était lutte beau, comme c'était beau. lui. Mais après, derrière, bon, il revient, il prend Donald Cerrone, il gagne au premier round en 45 secondes. Et après, il reprend Dustin Poirier, qui est plus le même qu'il avait affronté en featherweight. C'est ça. Là, Dustin Poirier est venu avec un game plan
qu'il a parfaitement Du tonnerre, exécuté, du tonnerre. C'est ça. lui péter les appuis C'était pour propre. plus qu'il se déplace, lui mettant des calf kicks. Et par contre, le troisième combat qu'ils ont fait, j'aurais pu mettre un no contest parce qu'il se pète tout seul, connard. Il se pète, C'est mais bon, ça. tu sais, les juges à vitesse réelle, quand il y a eu l'échange, ils ont dû penser que Bah, tu peux pas Dustin voir. Tu peux pas voir. l'avait touché, mais sauf qu'au ralenti, quand tu le vois, les deux se loupent. Les deux se loupent et il reprend son appui, puis après il se pète, et puis voilà. Mais ouais, après, moi, je te dis, et puis surtout, en fait, je pense que, enfin, en fait, dans ces cas de figure-là, juger de ça, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, justement, t'es pas dans sa Ah vie, bah, à tu sais pas vitesse ce qui se réelle, passe, comme tu. tu dis, voilà, tu t'es pas dans la cage, etc. Et puis, surtout qu'en plus, les gens, tu sais, le problème, c'est que j'aime beaucoup cette situation-là, ils adorent les héros, mais ce qu'ils préfèrent le plus, c'est voir un héros chuter. Et cette situation-là, elle s'applique Ouais, énormément à la sphère MMA, à la sphère combattant. Bah, je voyais, par exemple, moi, je l'avais vu sur le cas d'Anthony Joshua, c'est pareil, qui avait été adoré. Et en fait, dès qu'il a perdu contre Andy Ruiz, je crois, tu sais, sa popularité, elle a commencé à décroître et les gens, tu sais, à se lâcher un peu sur lui. Et en fait, les gens ont tendance à oublier que le prime d'un combattant, ça se tient des fois sur même pas 5 ans, tu vois. Parce que voilà, ils ne savent pas l'engagement physique, moral que ça demande et ils savent ah, pas que tu peux pas être au top du début à la fin, après, quoi. Anthony Joshua, c'est surtout une star du marketing. Tu vois, très lisse. Ouais, aussi, aussi. Il est très lisse, il a fait les Jeux Olympiques, champion olympique. Ouais, signature avec C'est un Under produit Armour, marketing, Anthony etc. Joshua. Donc, Ouais, pour arriver jusqu'à la ceinture mondiale, il a quand même eu un pont d'or hein, en termes d'adversaire. c'est sûr, c'est Parce sûr. que, parce que aujourd'hui, tu le verrais face à. Il a affronté Usyk, mais tu le verrais par exemple face à un Tyson Fury. Ah, il tient pas, pour moi, il tient Il, pas. il gagne pas. Déjà, je le trouve au niveau Non. des jambes trop musclé en boxe anglaise, quand on sait qu'il faut justement du déplacement et tout. Il Ouais. bouge pas, il est trop statique. Alors, si tu es Ah en oui, face oui. et tout, face à un Fury, quand tu vois le gabarit qu'il a, comment il bouge, il se fait tuer. Bah, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la bonne représentation, tu sais, justement, de la modernité dans les sports de combat, c'est-à-dire que, bah, il y a intervention de beaucoup de produits, et puis même dans la façon de s'entraîner, tu sais, tu vois, par exemple, des mecs comme Manny Pacquiao, du début à la fin de sa carrière, ça a été la même méthode d'entraînement, c'est la méthode un peu old school, tu sais, à la Tyson, c'est, des heures innombrables au pas de bourse au sac, la poire de frappe, la corde à sauter. Tu sais, c'est pas la nouvelle méthode d'entraînement avec du HIIT ou du CrossFit ou je ne sais quoi, tu sais, qui est sorti, qui a été pondu par un nouveau commercial, je ne sais quoi. Et Joshua, c'est un Ouais, peu ça, tu vois. C'est, pour moi, c'est ça, c'est ouais. bien, hein, il est complet. Mais pour être le maître dans une discipline, il faut répéter la discipline. Tu regardes Khabib, par exemple, Bah, Floyd Mayweather l'a dit. Hein. physiquement, Floyd bah, Mayweather, tu il a vois dit répétez les gammes, hein, répétez les gammes, répétez les gammes. c'est ça, tu vois Mayweather, tu le vois faire deux tractions dans toute sa vie et il s'en fout en fait, parce que de toute façon, à part boxer, pour savoir boxer, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Et justement, tu vois, moi j'aime beaucoup, tu parlais de Usyk, j'aime beaucoup, tu vois, par exemple, sa méthode d'entraînement, c'est quasiment que de la réflexologie, du dynamisme, de l'explosivité et du drill C'est technique. ce qu'il faut avec Lomachenko. Lomachenko fait la même chose. Hein. Et Exactement, tu vois, les Lomachenko mêmes. fait même du chess boxing quand tu regardes, parce qu'il joue aux échecs en même Ouais, temps. ouais. Ouais, mais tu vois, c'est tout con, mais ça, pour moi, c'est révélateur. C'est que malgré tout, le modernisme, des fois, bah, tu vois, moi, Anthony Joshua, justement, il y a un mec en MMA, en tout cas, que je rapprochais beaucoup de lui, c'était Kamaru Usman, qui est un très bon Mm. combattant, hein, comme Joshua, avec franchement une forme physique, il y a rien à dire. Enfin, physiquement, arriver à un combat, je te dis, avec un cutting, déjà, la masse musculaire, tu es censé la perdre, le dynamisme, pareil. Donc, pour moi, il arrive avec une forme physique qui est incroyable. Mais voilà, tu vois, tu as des Leon Edwards qui des fois sont peut-être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins prétentieux, petit peu plus humble sur le côté condition physique. Mais c'est pas ça qui gagne forcément les combats, quoi. Et les mecs, ils arrivent et un Kamaru Usman, ça fait des bonnes stats, mais ça peut pas être le meilleur, tu vois. Et Bah, ouais, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, hein. déjà, Kamaru Usman, je sais pas si tu as remarqué, il a toujours comme une attelle au niveau du genou quand il combat. C'est parce qu'il Ouais, a les genoux qui ouais, sont complètement bousillés à cause de la lutte, parce que c'est un lutteur, lui, à la base. Il a les ouais, genoux qui sont ouais, complètement explosés. Du coup, tu le vois, il peut pas lutter comme il voudrait. c'est C'est surtout ça. en striking, tu vois, qu'il a gagné ses combats. C'est pas vraiment Ouais. au niveau de la lutte, hein, parce Parce qu'il peut pas que lutter comme il veut à cause de ses genoux. il me semble qu'il s'entraîne à Kill Cliff, si je me trompe pas, Avant, il était Kamaru avec Henry Usman. Hooft. Avant, il était avec Henry Hooft et il est parti. Maintenant, il est à Denver avec Trevor Whitman. Il s'entraîne avec Justin Ok. Gaethje.
Ok, ok. Ça s'appelle Onyx, lui. Donc il est Ok. là-bas maintenant. Ouais, Mais bah avant, après, ouais, voilà, hein, c'est des mais bonnes ouais, il a figures, les mais cheveux je complètement exposés. suis d'accord avec toi. Ce qu'il y a, c'est que des fois, malheureusement, pour les caméras, ou même, je sais pas, hein, peut-être c'est peut-être personnel, mais c'est des très beaux physiques, mais après, voilà, t'as des Sunshine qui te rappellent que le physique ne fait absolument pas tout. Oh bah lui, ouais, bah d'ailleurs, il va recombattre, là. Il fait un combat contre. C'est un combat star, je crois qu'il fait contre je sais plus qui. Lui. Parce que tu sais, il y a Manny Je Pacquiao sais qui va pas, j'ai pas affronter suivi. Boaco. Ouais, Il y a Manny Boaco, ouais. Pacquiao Boaco et Sanchez, je crois qu'il a un truc comme ça. Je sais plus le nom de son adversaire. Il fait un truc comme Bah, ça. les deux superstars, là, Sanchai et Boakao, de toute façon, ils ont signé un contrat avec le BKFC Thaïlande-Asie. Donc, de toute façon, ouais, on les verra. Alors, en fait, au début, ce qu'il y a, c'est que ça a été annoncé très tôt. Et en fait, c'est-à-dire, genre, déjà, dès l'année dernière, je crois. Et en fait, les dates de combat sont pas avant 2024. Mais on savait, en fait, du coup, qu'il y aurait au moins un événement. Et j'ai hâte de voir, tu vois, pour moi, ça va être très intéressant de voir des boxeurs thaï en bare knuckle. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que ça peut donner. En tout cas, en Ils l'ont plus des déjà grosses fait, hein. pointures, parce que. Ils l'ont déjà fait au Thai Fight. Tu sais, au Thai Fight, ils te mettent un peu comme Euh, Sandbach, là. ah oui, Les bons ah détentes. non, au Nakmuay, tu veux dire là, où ils ont les cordages? Ouais, au Thai Fight, ça s'appelle Ils l'ont déjà D'accord. fait, Boaco et Sanchez. Et Ils ont déjà Sunshine? combattu là-dedans, dans un comme ça. Ok. Après, en fait, je serais surtout curieux de voir, tu sais, contre des profils, voilà, vraiment, tu sais, souvent des mecs qui sortent du MMA ou de la boxe anglaise, et en bare Mhm. knuckle, vraiment, de voir commencer, parce que tu vois, hein, qu'au niveau du foot stance, c'est pas du tout la même chose, quoi. T'es plus debout, là, t'es écarté comme un boxeur en anglaise. Donc, ouais, je suis curieux de voir ça, et bah, si ça marche pour eux, je serais très content de voir que, au final, tu peux switcher d'un sport à un autre, en tout cas d'une discipline à un autre, et réussir. Et si ça marche pas, je me dirais, bah écoute, voilà, c'est pas de leur faute de toute façon parce que ils ont jamais été habitués à combattre comme ça, donc tu peux pas leur cracher dessus, quoi. Mais je suis intéressant de voir ce que ça, au niveau vraiment physiologie, au niveau technique, au niveau tout ça, je pense que ça va être très intéressant d'étudier ces cas de figure, tu vois. Mhm. C'est exactement, ouais, mais on verra bien ce que ça donnera. Et je t'ai pas posé la question, on a parlé tout à l'heure des sponsors pour aider à vivre. Toi, est-ce que justement tu as des sponsors qui t'aident? Alors moi c'est une question très compliquée pour moi. J'ai Ascari qui m'aide beaucoup. Franchement, c'est mon meilleur sponsor pour toute la partie équipement textile, etc. Et franchement, pour moi, c'est les meilleurs, hein. Franchement, ils ont mis du temps au début. C'est vrai que leur gamme de soit de textile ou d'équipement était pas forcément au top niveau. Et en fait, bah forcément le fait que le code ait généré aussi beaucoup de revenus pour la marque, ça leur a permis de faire appel à d'autres fournisseurs et franchement leur qualité a explosé. Et du coup, moi, franchement c'est un sponsor sur lequel je peux beaucoup compter parce que franchement, sans que je demande rien, si tu veux, des fois je reçois des colis à plus de 500 € de valeur, quoi, tu vois. Et avec gants d'anglaise, gants de mode, et des fois j'ai même pas ouvert la première paire, enfin tu sais la paire du colis dernier que j'en reçois une nouvelle. Au niveau, bah toutes les nouvelles collections, tu les reçois, etc. Et franchement, c'est super. C'est un sponsor que je recommande à beaucoup de personnes. Après, Ascari, il sponsorise quasiment que les combattants du COTS. Euh, il y a quelques exceptions, mais c'est très rare de pouvoir être sponsorisé par eux, hors avoir combattu au COTS. Je pense à Sébastien Kadestam qui combat au One, mais parce qu'en fait, c'est un Suédois et parce qu'ils se connaissent personnellement avec le patron du COTS. Mais sinon, c'est pas trop faisable. Mais après, moi, au niveau sponsor, franchement, j'en profite pour faire ma petite pub. Je recherche activement, hein, notamment, par exemple, au niveau de la complémentation sportive, etc. Des choses qui peuvent coûter un peu cher et qui sont pas forcément nécessaires, mais qui sont quand même très utiles pour un combattant. Tu vois, c'est tout bête, mais je vois, moi, je prends pas forcément de compléments tels que la créatine, etc. Mais je sais que des trucs comme le collagène, les vitamines, les oméga, par exemple, m'aident beaucoup. Tu vois. Donc ouais, je suis en recherche active de sponsors. C'est compliqué parce que bah comme je faisais au début pour les combats, je démarche tout seul parce que moi, mon manager, il s'occupe uniquement de la partie combat, le marketing, c'est pas inclus. Et c'est compliqué. Donc moi, voilà, s'il y a des gens qui ont des pistes, je suis toujours preneur. Et puis en plus, c'est vrai que j'aime bien aussi. Je suis pas forcément très regardant dans le sens où n'importe qui, plus ou moins, qui me propose un contrat, j'en suis déjà très reconnaissant et je peux signer aisément. Mais j'aime bien aussi justement, tu vois, avoir une certaine éthique, c'est-à-dire par exemple, tu vois, je vois que dans la complémentation au niveau nutrition et sportif,
il y a beaucoup de nouvelles entreprises françaises qui se développent. Et moi, par exemple, tu vois, ça me ferait vraiment plaisir justement de pouvoir signer avec des entreprises françaises et tu vois, encourager le Made in France, encourager des entrepreneurs français plutôt que signer avec Citec Nutrition, par exemple, qui sponsorise des athlètes partout dans le monde et qui n'ont absolument pas besoin de moi pour leur marketing, tu vois. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien allier les deux. Après, c'est compliqué parce que dans les deux cas, pour le moment, j'arrive pas à signer, donc je serai aussi preneur de ce qui se présentera à moi. Donc non, malheureusement, c'est vrai que je sais que pour Hamza, c'est aussi un peu compliqué parce qu'il a un peu comme moi. En fait, je pense que c'est aussi beaucoup malheureusement le coach qui est responsable de ça. C'est que des fois, en fait, nos statuts sont pas forcément trop pris au sérieux. C'est-à-dire quand tu t'annonces en tant que combattant, les mecs ils me disent Mm. ouais, mais je t'ai jamais vu à l'UFC, etc. Et t'as envie de dire bah oui, c'est normal. Hein. Il y a pas que l'UFC. Mais si tu veux, il n'y a pas grand-chose qui fait vendre à part l'UFC et je sais pas, LKSW, tu vois, c'est vrai qu'on ne prend pas trop au sérieux. Du coup, c'est compliqué en fait de démarcher. Et, enfin, tu vois, c'est des disciplines qui sont jeunes. Le street fight, les gens ils comprennent même pas le principe mais attends, tu combats sans règles sur du béton. Mais en fait, voilà, ils ont l'impression que c'est un combat un peu à la gitane. Donc c'est compliqué en fait de d'asseoir sa crédibilité en fait auprès de sponsors, etc. Parce qu'après tu les représentes, donc eux, ils ont envie d'être représentés dans des grands galas de boxe anglaise ou de MMA et pas dans des caves à moins 4 degrés. Donc c'est compliqué. Donc moi, écoute, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je peux miser. En plus, voilà, du coup, c'est vrai qu'au niveau financier, ben, j'ai pas d'apport non plus par les sponsors, ni au niveau matériel, ni au niveau financier, parce qu'Ascari, par contre, ne propose pas de contrat rémunéré. Donc, par contre, c'est vraiment libre service sur le matériel. Il t'envoie tout ce que tu veux, quand tu veux, à la quantité que tu veux. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de rémunération. Ce dont j'ai pas besoin, parce que c'est pas forcément, enfin, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais c'est vrai que pour un combattant, tu vois, par exemple, pour mieux accuser le contre-coup des dépenses pendant une prépa, c'est sympathique justement de pouvoir allouer une somme versée par les sponsors dans, par exemple, ta récupération, dans de la cryothérapie ou je ne sais quoi, ou dans ta supplémentation. Donc ça, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose dont je pense beaucoup d'athlètes bénéficieraient et moi, c'est pas mon cas. Donc voilà. Ouais, non, mais ouais, tu fais bien de le préciser. Mais d'ailleurs, je comprends pas. Tu dis que Ascari, il sponsorise tous les combattants majoritairement du KOTS. Mais j'ai vu, il y a des mecs qui proposent des codes promo, ils sont même pas combattants ni rien. Ils sortent d'où ces types? Et je te parle en France, hein. Je te parle Euh, pas en Suède ou à l'étranger, hein. t'as des exemples de noms ou de... Ah ben, j'ai vu un lien code 20, code promo 20% sur la chaîne MMA Club Podcast. Ah, ça, c'est assez spécial, ça me paraît un peu bizarre, parce qu'en plus, c'est vrai que les codes promo, même moi, j'ai galéré. Après mon premier combat, j'en ai pas eu un direct. Ça a été assez long pour l'avoir. Alors, je saurais pas te dire, je connais pas tous les cas particuliers. Bon, je sais que normalement, ouais, c'est ça, il faut avoir combattu. Hein. Je sais qu'Hamza, c'est pareil, il a un code promo, mais juste seulement Hamza, parce ouais, qu'il a il avait, combattu. ben, sur mon podcast, il avait le t-shirt Ascari, ouais, il a le truc, ouais. Ouais, non, alors je saurais pas répondre à cette question, et puis je veux pas spéculer, je veux pas raconter de conneries. Hmm. Généralement, ça arrive qu'il y ait certaines exceptions. Par exemple, justement, tu sais, il y a d'autres fight clubs un petit peu sous la tutelle du COTS. Je pense Ok. par exemple à l'UF, parce que c'est un mec de la team Hype Crew qui gère ça. Donc, en fait, forcément, le matériel, le financement, etc., sera géré par eux. Donc, éventuellement aussi, les combattants de l'UF étant combattants aussi, on va dire, une organisation sponsorisée par Ascari, s'ils ont un bon engagement sur les réseaux sociaux, peuvent avoir Hmm. leur code promo aussi. Après, j'ai rarement vu autre chose. Donc pour MMA podcast, je saurais pas te donner le pourquoi du comment. Mais après voilà, hein, c'est tant mieux parce que franchement, je trouve que c'est une marque qui mérite d'être largement référencée, comme je te dis, et pour leur éthique entre guillemets, parce que c'est pareil, franchement, sans Ascari et sans le coach, ben, il y a plein de combattants, dont moi justement, qui n'auraient jamais été mis en lumière. Et c'est pareil, Ah oui, franchement, Simon aussi. voilà, tu vois, Simon aussi, il n'a jamais été en lumière. je galère à trouver moi, tu vois, un sponsor pour la complémentation, mais je pense que ce serait encore plus dur justement si j'avais pas Ascari de trouver un sponsor pour l'équipement sportif en boxe, Hmm. hein, Ouais. parce que pour aller taper des Twins Boxing, des Hayabusa, des trucs comme ça, enfin voilà, faut même pas y penser quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une marque et un label à mettre en avant. Et puis franchement, je trouve que c'est super sympa hein, leur gamme.
en toute bonne foi, on va dire, sans parler, en disant bah oui, je pense sponsorisé, je les mets en avant. Je trouve que voilà, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Ok. Bon, ben, je crois que c'était pas mal. Je crois que je vais te remercier, Maxime. C'était Pas de souci, un avec chouette plaisir. épisode. Je vais m'excuser auprès des gens là pour les soucis techniques du début, là, les 10 premières minutes. Là, c'est pas habituel, mais je pense qu'on a fait un bel épisode. Et donc voilà, si vous avez aimé, ben, vous connaissez la chanson, hein. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à aller soutenir Maxime si ça vous intéresse. Donc voilà, N'hésitez pas avec les offres de sponsoring, je suis preneur. également. Donc voilà, je vous remercie à tous et on se dit à la prochaine. Salut. Allez, salut.